Coucou à tous, le nouveau semestre vient de débuter, je pensais que c'était une bonne idée de publier une présentation des matières que tu pourras avoir pendant le semestre. J'ai vu que pas mal d'entre vous avaient été intéressés par la présentation du premier semestre en école d'archi. On pourrait dire que cette vidéo est du même style. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions suivantes. Comment est réparti le deuxième semestre? Quels sont les cours? Et comment va se dérouler de manière générale? Je tiens à vous informer encore une fois que toutes les informations que je vous donne ne sont pas vraies pour toutes les écoles d'architecture en France et encore moins pour les études alternatives d'architecture. Il se peut que certaines informations ne s'appliquent qu'à l'ENSA Paris-Val de Seine malheureusement. Ceci est mon expérience personnelle dans l'ENSA Paris-Val de Seine. Je souhaite en tout cas te donner une description la plus rapprochée des études d'archi que tu pourrais rencontrer. Si tu es actuellement au deuxième semestre en première année en archi, tu as dû sûrement avoir des cours de TD, de CM et de projet. Je n'ai donc pas besoin de te faire un récap de ce que ces termes signifient et ce que tu pourrais faire dans ces différents cours. Bien que le format des cours soit identique au premier semestre, les matières au contraire changent. Parfois, le titre des matières reste le même, mais son contenu change. En effet, pas mal de cours de CM notamment sont le continu des CM vus au premier semestre. Je parle notamment de l'histoire. Les matières du second semestre peuvent être aussi un approfondissement des matières du premier semestre, comme la théorie ou la sociologie, ou tout simplement tu peux avoir de nouvelles matières. Si au contraire tu souhaites entrer dans une école d'archi dans les années à venir et que tu souhaites simplement t'informer des matières que tu pourrais avoir potentiellement, je te conseille de regarder la vidéo sur le premier semestre en école d'archi que j'ai publiée avant de regarder cette vidéo car je t'expliquerai davantage des termes spécifiques aux études supérieures qui peuvent te sembler assez étrangers. Au deuxième semestre, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, à savoir la structure. Peut-être que premier semestre, tu as échappé à ces questions-là, mais la question de comment est porté le bâtiment, comment tient le bâtiment tout simplement, est une question essentielle car tu ne peux pas construire ton bâtiment sans savoir comment ça va tenir sur le long terme. Et la conception structurelle va justement t'aider à comprendre comment fonctionnent des poutres et des poteaux, comment fonctionne un contreventement, tout ça, ce sont des questions dont ce cours-là va essayer de répondre. Alors, conception structurelle, ça peut être un peu de tout. Tu peux voir des constructions anciennes médiévales du Moyen-Âge, tout comme des constructions récentes, en essayant de simplifier la structure pour t'expliquer au maximum comment fonctionnent les choses, par exemple comment fonctionne une voûte, comment fonctionne un système poteau-poutre. Je trouve que c'est un cours assez particulier, complexe à la fois, mais aussi intéressant parce que complexe dans le sens où c'est la première fois qu'on va entrer dans le sujet de la structure. Jusqu'à présent, on s'est concentré plutôt sur l'esthétique, sur le caractère fonctionnel du bâtiment et pas trop du caractère structurel ni constructif. Et donc nous initier comme ça un cours dessus, un CM, je trouve que c'est assez vache parce que ce genre de cours ce serait mieux si c'était en TD, dans le sens où on aurait besoin de pratiquer pour comprendre d'abord. Et ce cours-là, il y a beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps parce que ce sont des éléments nouveaux dont on n'a pas connaissance, donc qui ne semblent pas être évidents à première vue, mais qui pourra beaucoup nous aider plus tard quand on souhaite construire un bâtiment et que si quelqu'un nous demande comment ton bâtiment tient, tu sauras comment y répondre. Tu sauras dire ok, ici le mur il est porteur, cette cloison n'est pas porteuse, il y a une fondation, tel type de fondation avec tel type de matériaux, etc. Ensuite vient la RDM. RDM, c'est la résistance des matériaux, tout simplement RDM. Et au premier semestre, tu as dû avoir des cours de maths et un peu de physique. Je trouve que c'était des matières assez light, où on ne faisait pas énormément de calculs, où on se cassait pas énormément
tête. C'était vraiment des calculs assez basiques. C'était par exemple les théorèmes de Thalès ou de Pythagore qu'on appliquait à des contextes d'architecture, voilà. Alors que là, pour le coup, ça va être des vrais calculs, des vraies équations physiques. Physique, je veux dire la matière physique. C'est un peu vraiment de la réflexion, de la logique, où il faut vraiment se casser la tête, mais ça nous permet encore une fois de calculer la résistance du bâtiment, de l'élément que tu souhaites calculer. Par exemple, si tu décides de faire une poutre en béton, bah ce serait bien de savoir à quelle force t'amener à supporter cette poutre ou à quoi doit résister cette poutre, et donc en fait comment créer cette poutre en fonction de toutes les forces qui vont lui être appliquées. Par exemple, tu ne peux pas décider de faire une poutre de diamètre de 1 cm alors que cette poutre a une portée de 1 km. Tu vois à peu près l'échelle, la proportion que ça, c'est juste impossible, ça va pas tenir. Donc pour ça, en fait, il y a des calculs. Bien sûr, on n'est pas des ingénieurs, on n'a pas choisi une filière d'ingénieur, on n'a pas besoin de savoir les calculs complexes que les ingénieurs vont faire, mais il faut tout de même savoir comment chaque élément fonctionne dans un bâtiment et comment tu peux les calculer même de tête, et que en fait plus tard, quand tu vas présenter ton projet à un ingénieur et qu'il te dit « Ok, non, en fait, ça marche pas, c'est trop complexe », tu pourras lui prouver en disant « Non, si on met une poutre de tel diamètre, de telle portée, de cette direction-là, en fait, en faisant tous les calculs d'équation, tu lui prouveras que en fait, ça pourra tenir, ça peut tenir, et qu'en fait, l'ingénieur, il veut juste faire un truc simple et standard. » Donc en fait, c'est un outil pour toi de défendre ton projet, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans le cadre scolaire pour défendre ton projet auprès du jury ou des profs. C'est très essentiel. Et par contre là, je trouve que les calculs sont un peu plus poussés qu'au premier semestre. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas pris spécialité physique, chimie au lycée ni même au terminal, je n'ai pas eu de désavantage particulier vis-à-vis de ça. J'étais là à tous les cours, j'ai écouté toutes les leçons qu'on avait. Je faisais les exercices que le prof donnait chez moi pour m'entraîner. Je faisais les exercices que le prof faisait en cours avec lui. J'écoutais la correction, j'essayais de comprendre mes erreurs. Et cela m'a suffi amplement pour comprendre le cours, pour réviser et pour réussir le partiel. Donc vraiment, tu n'as pas besoin d'être venu d'une filière dite scientifique pour comprendre ces calculs, ni même d'avoir pris spécialité maths ou physique pour comprendre ces calculs. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Pour ça, il faut juste savoir écouter, prendre des notes, vouloir comprendre, et ça le fera tout seul. Si besoin, je peux aussi faire des cours entre guillemets pour expliquer les calculs de RDM si certains trouvent que cela est essentiel, parce que tout comme toi, en fait, quand je ne comprends pas un cours, j'ai tendance à le chercher sur internet, sur YouTube. C'est un peu comme au lycée, quand on savait pas et qu'on comprenait pas comment résoudre cette équation-là, et qu'on cherchait sur YouTube Yvon Monca pour nous expliquer qu'est-ce que c'était les intégrales. Mais en fait, ici, c'est la même chose. Je cherchais sur YouTube comment faire telle équation en RDM, sauf qu'il n'y a pas de cours malheureusement de RDM à proprement parler. Ça porte un autre nom, ça porte un terme plutôt physique, parce que ça reste des cours de physique, mais ça va plutôt en fait dans des cours d'ingénieur, et donc en fait c'est beaucoup plus complexe, alors que là on nous a simplifié la tâche. Et moi pour le coup je n'ai trouvé aucune ressource extérieure à part mes cours, que ce soit sur internet ou sur YouTube, parce que je crois que tout simplement il n'y a pas de cours
explicatifs dessus. Si au contraire tu as réussi à trouver des cours explicatifs dessus, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour aider les autres étudiants en architecture qui galèrent autant que nous. Et pour finir, on aura le contexte de l'architecture, à savoir le climat. Durant ce cours, on va voir qu'est-ce que c'est le climat. Normalement, tu as dû voir les grands principes, les grandes théories mises en place pour sauver la biodiversité, réduire la pollution, réduire la consommation des matières premières, par exemple, au premier semestre. Dans ce cours-là, au deuxième semestre, on va voir concrètement ce que nous, on peut faire et l'impact qu'on a vis-à-vis du climat, de l'écologie. On va notamment voir l'aération dans un bâtiment, comment l'eau est évacuée d'un bâtiment, l'hydrométrie d'un bâtiment, l'ensoleillement dans un bâtiment, comment le soleil rentre dans un bâtiment et comment il en ressort, comment il éclaire les pièces ou n'éclaire pas et pourquoi. On va voir tous ces éléments-là, donc vraiment ça ce serait plutôt l'écologie appliquée au bâtiment pour faire simple, alors que au premier semestre c'est plutôt voir dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est l'écologie, qu'est-ce que c'est le climat et comment le protéger. Alors je t'avoue que ce cours-là, je l'ai pris un peu à la légère dans le sens où je me disais que c'était le prolongement du CM qu'on avait eu au premier semestre, donc c'était assez facile à comprendre tant qu'on savait écouter et prendre des notes. Sauf que ce cours-là, il était assez particulier parce qu'à un moment, les profs voulaient qu'on fasse un TD où il fallait calculer l'éclairage sur les façades du bâtiment par la lumière naturelle, combien de pourcentage de lumière rentrait dans le bâtiment et comment ça faisait augmenter la chaleur proportionnellement, quelle était l'emprise au sol, voilà, plein de calculs assez complexes à faire et qui n'étaient pas assez bien expliqués explicitement parce que comment vous dire qu'on avait eu 30 minutes de cours dessus sur les calculs où on nous disait ok vous faites ça pour trouver ça, vous faites ça pour trouver ça, etc. Après 30 minutes c'était à nous de le faire, sauf qu'en fait malheureusement c'était la première fois qu'on avait vu ce genre de calcul complexe et qu'en fait en général ce sont les ordis qui le font, mais c'est toujours bien les apprendre, hein, je vous dis pas le contraire, c'est juste que c'est la première fois qu'on voit ce genre de calcul, on a mal à la tête et direct après on est censé faire ça sur une figure qui nous était donnée, c'était un peu casse-tête et stressant pour le coup. Donc pour ça encore une fois il n'est pas nécessaire d'avoir des bases en maths, d'avoir des bases en physique parce que ça n'a rien à voir avec ça. On vous donne les équations, les calculs à faire, vous n'avez juste qu'à reproduire ces équations, ces calculs et à modifier les valeurs variantes avec les valeurs qui vous ont été données. Ça s'apprend, encore une fois, je n'ai pas eu un cursus scientifique, je n'ai pas fait spécialité physique, j'ai fait spécialité maths et j'ai réussi à m'en sortir, j'ai pas eu trop de difficultés à ce niveau-là, mais il faut vraiment écouter le cours. Après c'était assez intéressant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas en exposant un bâtiment plein sud qu'on peut recevoir de la lumière naturelle à l'intérieur et qu'en fait c'était tout bénef, on n'avait pas besoin de lumière artificielle. Non, parce que déjà la nuit on a forcément besoin de lumière artificielle et qu'en fait le fait d'exposer trop le bâtiment à la lumière abondante du soleil, en fait ça peut surchauffer le bâtiment et c'était pas bon non plus pour le bâtiment, donc il y a des pour et des contre dans l'ensoleillement du bâtiment et qu'il fallait trouver le juste milieu avec la juste positionnement et la justesse de la création de la forme du bâtiment. On aura
Par contre, un peu moins de TD au deuxième semestre, au moins on sera un peu plus relax. Puisque on a déjà 8 CM, c'est pas le moment de nous charger aussi avec des TD. Pour les TD, on n'aura qu'un seul TD, ce sera le numérique. On sera enfin initié au numérique. Je veux dire enfin dans le sens où au moins on le voit en première année, ce qui est bien. Mais après, c'est un tout autre univers qu'on va découvrir, donc ce sera un peu chargé à ce niveau-là. Selon les profs que tu auras pendant le semestre, en fait, un prof de numérique va être assigné à ce groupe-là, et en fait, selon les demandes des profs de projet, en fait, le prof de numérique va s'adapter. Pour ce semestre-là, en général, tu auras le choix entre Archicad et Revit, les deux logiciels qui sont les plus utilisés, disons, sur le marché du travail et au niveau de l'école d'architecture aussi, ce sont les plus utilisés. Selon les profs, en fait, tu apprendras l'un ou l'autre. Le but étant quand même que tu arrives à maîtriser les bases de l'un de ces deux logiciels. Les bases, par là, je veux dire qu'en fait, il faut que tu sois capable de réaliser un projet en numérique, ainsi que les documents graphiques, la maquette 3D, les perspectives, les renderings, etc. Donc, il faut que tu sois capable de faire tout ça avec le nouveau logiciel que tu vas apprendre en parallèle de ton projet. Donc, tu vois ce que je veux dire, même si le programme veut que ces deux matières soient parallèlement équivalentes et qu'ils progressent en même temps, dans la réalité, c'est juste impossible. Il faut que tu maîtrises un minimum de ce logiciel pour pouvoir concevoir ton projet, et qu'en fait, il faut à un moment que tu prennes de l'avance sur le cours de numérique pour concevoir ton projet, parce que d'une semaine à l'autre, tes profs peuvent te demander une maquette numérique, des planches graphiques, des plans, des coupes, etc. Et que en cours de numérique, tu commences à voir comment placer un mur. Donc dans ce cas-là, il faut malheureusement chercher des ressources sur internet. Tu en trouves pas mal sur YouTube. J'étais assez rassurée à ce moment-là parce qu'il y avait plein de choses que je savais pas faire, et que malheureusement en fait j'avais pas assez de cours de numérique pour aller demander aux profs, et donc j'en profitais pour chercher sur YouTube. Pour les cours de TD, en fait c'est 2 heures de cours par semaine, 4 heures de cours par semaine. 4 heures peut nous sembler colossal, parce qu'en fait on a les 4 heures en même temps, c'est pas 2 heures, c'est vraiment 4 heures de suite. C'était toutes les semaines, donc en fait t'avais une séance par semaine pour poser toutes les questions, et si entre temps t'as d'autres questions, en fait tu dois attendre la prochaine séance, ou sinon tu peux toujours poser par mail, il n'y a pas de souci. Les profs sont assez sympathiques à ce niveau-là parce qu'ils savent à quel point on est surchargé par le projet. Et pour ce qui est des CM, c'est comme au premier semestre, c'est 2 heures par CM. Le TD, comme on l'a dit au premier semestre, c'est obligatoire, et tu ne peux pas compenser ça par autre chose. C'est obligé d'assister et valider ce TD là, et ça dépend vraiment des profs de projets que tu as. Peut-être que certains veulent que tu te concentres sur Revit, d'autres veulent que tu te concentres sur Archicad, d'autres veulent peut-être que tu te concentres sur SketchUp, c'est aussi possible. Et d'autres en fait ne veulent pas encore t'initier au numérique et préfèrent que tu apprennes à faire des plans et des coupes à la main. C'est aussi possible, mais pour l'instant je n'ai pas vu de groupe ayant fait ça. Enfin, le projet. Le projet, c'est la matière la plus importante pour notre cursus, et c'est à peu près les mêmes modalités qu'on a vu au premier semestre, les mêmes coefficients, la même durée. C'est un cours par semaine, et ça peut être une journée comme une demi-journée. Moi, pour mon cas, au premier semestre, j'avais eu que une demi-journée par semaine de projet, alors que au deuxième semestre, j'avais eu une journée tout entière. Donc ça dépend des profs, de comment ils fonctionnent. Moi, pour le coup, j'avais pas une journée entière de correction, mais le matin on faisait plutôt des cours où
ou des récaps de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire plutôt. Et l'après-midi, on travaille surtout sur la correction des projets. Et à ce niveau-là, ça reste les mêmes modalités, mais maintenant on travaille sur des projets à plus grande échelle ou sur d'autres thématiques. Moi pour le coup, j'ai travaillé sur du logement privé individuel, alors qu'au premier semestre c'était plutôt des équipements publics de petite échelle. Là aussi c'était de petite échelle, mais c'était du logement, donc de nouvelles contraintes, de nouvelles questions à se poser, de nouvelles réflexions, de nouvelles références. Donc c'était pas facile. Pour ce qui est du projet, on va davantage se concentrer sur la représentation. Vraiment, maintenant, ce n'est plus possible de ne plus savoir représenter des murs et des fenêtres, que ce soit empoché blanc ou empoché noir. Il faut savoir maîtriser tout ça. Et en fait, tu ne peux pas valider le semestre de projet du semestre 2, voilà, sans savoir faire ces choses-là. Malheureusement, c'est un prérequis pour valider ce semestre-là, et les critères de validation sont beaucoup plus stricts que le premier semestre. Maintenant, tu n'es plus un lycéen qui vient d'entrer en études supérieures, tu es un étudiant qui a un semestre d'expérience en école d'archi, et tu as le temps pendant les vacances de t'améliorer en représentation. Et les projets vont se concentrer davantage sur ta créativité, sur ton authenticité, sur ta réflexion, sur les références que tu emploies, sur les enjeux majeurs qui te tiennent à cœur. Il faut que tu prennes une position comparée au projet, comparée aux enjeux actuels, et en fait tu vas peu à peu durant ce semestre te former et découvrir, tester qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas, et ainsi en fait commencer à construire les fondements de ta philosophie sur l'architecture. Et c'est un semestre parfait pour, encore une fois, tester ton organisation, savoir si ça marche, l'adapter si besoin, mais vraiment, c'est ce dernier semestre où tu pourras réellement tester ton organisation et trouver l'organisation qui fonctionne pour toi. Parce que tous les semestres à venir, en fait, tu vas juste réappliquer cette mode d'organisation, et qu'en fait, si même à ce niveau-là, tu ne réussis pas à bien t'organiser pour ton projet, bah, ça va devenir très très compliqué. Maintenant que tu es au deuxième semestre, bah, les profs seront un peu moins indulgents qu'ils étaient au premier semestre. En général, on a tendance à te mettre des profs plutôt scolaires, plutôt on va dire entre guillemets sympathiques et bienveillants au premier semestre. Ça veut pas dire qu'au deuxième semestre ils ne le seront pas, non, c'est que maintenant ils vont vous donner beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie, ils vont pas être là derrière vous à regarder ce que vous faites, ils vont demander davantage de documents, davantage de choses à faire, davantage de réflexion, et ils vont être pointus sur les détails. Bien sûr, ça dépend des profs, mais en général, ça se passe comme ça dans pas mal d'ateliers. Mais voilà, je n'essaie pas de te faire peur, mais je t'explique à quoi tu dois t'y attendre pour ce semestre. Donc vraiment, ne te dis pas que en fait c'est comme le premier semestre. Non, c'est un nouveau stade, c'est un nouveau niveau à atteindre. Donc c'est pas les mêmes attendus, absolument pas. En plus de tes cours que tu auras pendant le semestre, il faudra que tu valides un autre bloc qui est le stage. En effet, durant cette première année de licence, tu es censé valider un stage qui se nomme stage ouvrier. Comme son nom l'indique, tu dois faire un stage avec des ouvriers sur un chantier. Et peu importe l'organisme que tu rejoins, tant que cette entreprise travaille dans le bâtiment, c'est bon. Ça peut être un bâtiment de BTP, ça peut être de la plomberie, ça peut être la toiture, le revêtement, la peinture, les miroirs, les verres, les fenêtres, la porte, voilà. Si tu trouves une entreprise qui fait un de ces éléments-là et qui t'accepte en tant que stagiaire, et que ils vont t'emmener dans des chantiers, ils vont te laisser faire quelques tâches, bah en fait c'est exactement ça qu'attend
ton école, ils veulent que tu aies une première expérience sur le chantier. Avant même d'être dans une position d'architecte, il faut que tu découvres le chantier. Il faut que tu saches ce que c'est un chantier, comment ça se déroule, qu'est-ce qui s'y passe. Il faut que tu aies un avant-goût, disons, et que en fait tu ne peux pas vouloir devenir architecte si tu n'aimes pas les chantiers, si tu n'aimes pas aller au chantier, ça va être un peu compliqué. Après, encore une fois, l'architecture, c'est un domaine assez vaste. Tu n'es pas forcément obligé de devenir un architecte qui conçoit, bien sûr, mais en général, il faut t'initier au fait d'aller sur les chantiers parce que tu peux apprendre beaucoup de choses parce que tu es à l'échelle 1, ce n'est plus les mêmes contraintes que les contraintes que tu avais sur ton plan, dans tes coupes. Il y a de nouvelles contraintes qui apparaissent. En plus, ça te permet d'apprendre un corps de métier particulier, des éléments essentiels pour ton projet. Et c'est assez court, donc 2 semaines, c'est très rapide. Tu peux les faire pendant les vacances de février ou de décembre, par exemple, ou même pendant les vacances d'été. 2 semaines, c'est court, mais tu peux apprendre tellement de choses. Moi, pour mon cas, j'ai fait dans une miroiterie, donc j'ai appris tous les types de verres qui sont utilisés dans les bâtiments, ce qui est essentiel pour concevoir. Comme ça, tu sais ce qui est possible de faire, quelles sont les dimensions de ces verres, de ces fenêtres aussi, de ces baies vitrées, et comment tu les poses, les cadres utilisés, les menuiseries et tout ça. Donc, ça te donne un nouveau spectre de réflexion, d'analyse qui est un complément à ton projet qui permet à toi en fait de tester un nouveau domaine et tu peux le faire dans tous les corps de métiers possibles qui travaillent dans le bâtiment, à part dans une agence d'architecture, parce que encore une fois, c'est un stage ouvrier. Il y a un stage en agence qui arrivera beaucoup plus tard dans ton cursus, pas beaucoup plus tard que ça, parce que c'est l'année prochaine, mais bon, pour l'instant, on n'y est encore pas. Tu dois faire ton stage ouvrier dans une entreprise qui travaille dans le bâtiment. Il faut pas que ce soit une entreprise familiale. Je pense que tu vois pourquoi. Il faut que pendant ce stage, tu fasses des activités, que tu fasses quelque chose, tu aides l'entreprise pour certaines tâches. Tu n'es pas obligé de faire des grandes tâches, mais quand même des petites tâches qui te permettent d'apprendre quelque chose, de manier des éléments. C'est toujours bien. Par exemple, si tu décides de faire dans une miroiterie, tu peux apprendre à couper le verre, tu peux apprendre à poser le verre, à mettre les joints. Il y a plein de choses à faire, tu n'es pas obligé de tout faire ou de ne rien faire, parce qu'encore une fois, c'est pas un stage d'observation qu'on le faisait en 3e. Voilà, ce n'est pas du tout un stage d'observation qu'on faisait en 3e, c'est un stage où tu travailles un minimum. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et que ça t'a permis de savoir à peu près ce qui t'attend pour le second semestre.